Ah, Parce que vas-y, doyen, vas-y. lui, là, il va apporter quoi dans le débat? Quand il regarde Francis, qu'est-ce qu'il peut bien apporter dans le débat? Quelqu'un qui nous a dit ici, et c'est la raison pour laquelle il a fui, quand il a vu qu'il allait être coincé, il dit, comme Laurent Gbagbo, les tendances lui donnaient donc la faveur en 2000, alors il avait le droit donc de soumettre les forces de l'ordre, il avait le pouvoir en ce moment d'intimer l'ordre aux policiers et gendarmes, donc de sécuriser la présidence. Il pouvait intimer l'ordre à la Commission nationale électorale, donc d'aller siéger, parce que les tendances lui donnaient, je vais dire, vainqueur. Il faut arrêter un peu. C'est-à-dire, il ne faudrait pas rabaisser aussi le niveau du débat. Hein. Ce n'est pas parce qu'on veut discuter qu'il faut prendre tout et n'importe quoi. Voilà, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce que les jeunes apprennent. Alors, moi, j'ai écouté les interventions. D'abord, je crois que le sujet, c'est sur l'intervention de Dia Oufoué, mais le frère Séjassé a voulu nous envoyer dans la réalité de la Côte d'Ivoire. Et comme nous, tous, nous sommes Ivoiriens, au-delà de ce que des rapports peuvent indiquer comme résultat, mais nous sommes tous Ivoiriens, donc la réalité, la personne ne peut la compter à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, j'avais voulu vraiment intervenir sur ce sujet, sur les réalités de la Côte d'Ivoire. La réalité de la Côte d'Ivoire, c'est que à Azopé, la région dont il est originaire, avant, la réalité, c'est qu'il n'y avait même pas de centre d'hémodialyse là-bas. Il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas, je crois, d'IRM. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ses parents ont droit donc à un scanner, à une hémodialyse. L'hémodialyse, c'est le traitement donc, des maladies rénales. Et je crois qu'il y a une IRM donc, à Azopé. Donc ça, c'est la réalité nouvelle, qui est totalement différente de celle donc, que Laurent Gbagbo a laissé avant de partir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, les salaires des fonctionnaires ont plus que doublé. Le SMIC a été doublé. La réalité, c'est qu'il y a des programmes pour les jeunes. Or, hier, c'est parce que Laurent Gbagbo dit, et c'est pas si Dissrat est là. Je lui ai envoyé une intervention de Laurent Gbagbo concernant l'emploi des jeunes. Est-ce qu'il peut jouer ça pour moi? Vraiment, ça va me faire plaisir. Il y a une dernière vidéo que je t'ai envoyée. Si tu peux jouer, je ne sais pas s'il est là. Ben, je n'ai pas un second téléphone. J'allais jouer, ça ne dure même pas une minute. Ça pour montrer qu'ils sont totalement disqualifiés lorsqu'on parle d'emploi, quand des gens ont fait des déclarations. Attends. Okay, avant que le doyen Kokora va... Si Ben, pardon, faut démiter mes mails, mais si tu continues... Parce que quand tu écris un commentaire et puis il te dit, faut arrêter, tu écris, tu vas spammer le live. Il te dit, arrête, tu continues. Raison pour laquelle je t'ai muté. Donc, si Ben ou bien maman, si vous êtes là, s'il vous plaît, démitez-les. Parce que quand on dit non, arrêtez là, vous continuez toujours. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, mais vous écrivez les mêmes commentaires comme ça, via. Hein? Attends. Je peux, comme il n'est pas long, je peux? Voilà. Non, tu peux pas d'abord. Hein. Attends. Toi, Francis, je t'ai dit, tu ne vas pas parler aujourd'hui, tu vas être spectateur quand tu es parti. Alors là, donc, je vais jouer une vidéo de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo parle des emplois en Côte d'Ivoire lorsqu'il était au pouvoir. Et son principe, sa théorie, vous allez l'écouter. Oh merde. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. C'est lui. Alors, donc voilà ce que Laurent Gbagbo déclarait lorsqu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit, le rôle de l'État, ce n'est pas de créer des emplois. Le rôle de l'État, c'est de ne pas créer, ce n'est pas créer la richesse. Et que, d'ailleurs, le nombre de fonctionnaires que nous avions, il fallait diminuer le nombre d'enseignants, diminuer le nombre donc de médecins, d'infirmiers, de policiers et de gendarmes. Parce que pour lui, c'était déjà trop. Alors qu'on est tous d'accord qu'il y avait un déficit d'enseignants, un déficit de médecins. Il y avait un médecin pour 15 000 habitants
là où l'OMS indique dans ses normes qu'il faut un médecin pour 10 000 habitants. Donc voilà un peu ce monsieur qui était encore plus lucide qu'aujourd'hui. Mais quand les Ivoiriens, ça dit, les gens pensent, ce groupuscule de PPACI qui entoure Laurent Gbagbo pensent que les Ivoiriens sont des naïfs. Quand on a écouté Laurent Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir, là il avait encore toutes ses facultés. Et aujourd'hui, on voit la situation dans laquelle il est. Quand on met en corrélation ce qu'il a dit hier, ces principes qu'il défendait et les principes qu'il défend aujourd'hui, mais quel est cet Ivoirien qui va faire confiance à un tel groupe? Quand toi-même tu as affirmé que le rôle de l'État n'est pas de créer des emplois. D'ailleurs, voilà pourquoi, pendant 10 ans, ils n'ont mis aucun programme en place en termes de création d'emplois. Parce que ça n'est pas dans leur idéologie, ça n'est pas dans leur programme. La seule action, la seule initiative du FPI à l'époque, c'était de créer des agoras, des parlements, des Sorbonne, dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, qui occupaient la jeunesse de Côte d'Ivoire, du matin au soir, du lundi au dimanche. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Contrairement au pouvoir en place, qui arrive, qui crée un ministère dédié à la jeunesse, qui traite spécifiquement des questions de jeunes et d'emploi, qui adresse leurs besoins en termes de financement de projets, en termes de stages, d'accompagnement et autres, qui donne même une prime au stage de 75 000 francs, qui est le SMIC. Bon, quand on a vu votre gouvernance, je peux même comprendre que Laurent Gbagbo nous dise avant que oui, notre rôle, c'est de créer l'emploi, c'est de créer la richesse. Malheureusement, nous sommes dans une situation difficile, donc nos moyens sont limités. Mais lorsque nous allons sortir de la crise, nous allons nous attaquer au question d'emploi des jeunes. Mais lui, il dit de façon formelle, ce n'est pas le rôle de l'État. Et aujourd'hui, une fois avoir perdu le pouvoir, on va prendre des jeunes comme des activistes comme Steve Biko, qui va venir nous parler de création d'emplois, emploi informel, emploi précaire et tout ça. En 10 ans, vous n'avez créé même pas 1% d'emplois. Et vous allez venir nous parler. Bon, vraiment, ce débat-là, je crois que on peut même pas rentrer dedans avec des gens du PPAC. Peut-être on peut en parler avec les gens du PDCI, NDA qui ont géré ce pays, donc ils ont eu des programmes. Concernant la création d'un emploi, le président Fauboigny a créé plusieurs choses, l'homocie, il a créé plusieurs sodés pour employer les jeunes, comment on appelle, sodémie, sodérie, seaux de sucre, et tout ça. Mais le PPAC, qui a pris 200 milliards pour aller payer une usine de transformation du cacao aux États-Unis, c'est eux qui ont venu parler d'emploi aujourd'hui sous Alassane Ouattara et des réalités sous Alassane Ouattara. Non, c'est un débat vraiment... D'abord, mener ce débat avec les gens du PPAC, c'est une perte de temps. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la capacité donc de faire ces choses-là. Alors, sur l'intervention de Diaoufé, moi, je retiens deux choses. Vous savez, le PPAC n'est pas idiot, hein. Et Ahmed l'a dit, le PPAC a pensé que l'arrivée de Laurent Gbagbo allait changer la donne d'un point de vue électoral. Et quand vous prenez les résultats des élections de 2021 de EDS et les résultats de 2023 du PPAC, superposez-les, vous allez voir. En 2021, où Laurent Gbagbo n'était pas encore arrivé, quand l'EDS allait aux élections, ils ont eu 18 députés. Mais lorsque Laurent Gbagbo est venu et que le PPAC a été créé aux élections en 2023, ils ont eu 2 mairies. C'est-à-dire, sur 201 communes, ils ont eu 2 mairies. Sur 31 régions, ils ont eu 0 région. Le PPAC est conscient de sa faible ou de son faible poids. Prendre le risque d'aller aux élections législatives de 2025, ils allaient s'en sortir avec un résultat catastrophique. D'ailleurs, parce que, Laurent Gbagbo, dans ses meetings, a fait croire à ses partisans qu'il avait le pouvoir d'empêcher les élections d'avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et il a tapé sa poitrine pour dire qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a pu être élu en 2020. Et que lui, en 2025, en sa présence, qu'il ne rêve même pas
qui ne rêvent même pas à faire un autre mandat. Résultat des courses, il est venu se déculotter devant ses propres militants en disant lui n'envoyait personne dans les rues et donc il n'était pas responsable de ce qui allait arriver. Il avait promis faire la bagarre. Il avait dit à ses militants d'être prêts à faire la bagarre. Il allait donner un mot d'ordre. Il n'a donné aucun mot d'ordre. Ses militants ont vu qu'il était un faiblard et que ce n'était pas le leader qu'ils attendaient. Et donc, il y a une déception à ce niveau. Donc, les 6 partis aux élections en 2025, les résultats du PPACI allaient être totalement catastrophiques. Ils me demandent s'ils allaient avoir plus de 2 députés. Donc, ils ont prétexté d'un boycott pour éviter la honte. Parce que dites-moi, c'est Katina qui peut gagner une élection législative en Côte d'Ivoire et où? C'est Danon Guégué qui peut gagner une élection législative en Côte d'Ivoire et où? C'est Hubert Oulaye qui peut gagner une élection législative à l'heure actuelle et où? Qui? C'est Sibiko? Ou bien c'est Blaise Las? Donc, des gens qui sont dépourvus de personnel politique. Tous leurs bastions, quand ils étaient dans au pouvoir et même dans l'opposition, ils les ont perdus. Dans la région de la Mela, tout le monde sait que c'était une région acquise au FI de Laurent Gbagbo et à l'idéologie de Laurent Gbagbo. Ils sont allés aux élections en 2021. Je ne sais pas s'ils ont pu avoir un député là-bas. En 2023, ils sont allés aux élections municipales et régionales dans la même région. Ils n'ont même pas pu avoir un seul maire. Donc, conscient de cette disparition progressive, le PPACI ne pouvait pas prendre le risque d'aller aux élections en 2025. C'est un parti qui est spécialiste dans la création de concepts. Ils ont créé Opération Kokoko. Ils ont créé Opération Kokoko, ça n'a donné aucun résultat. Ils ont créé le trop c'est trop, ça n'a donné aucun résultat. Ils ont créé le front de la bagarre, ça n'a donné aucun résultat. Ils ont créé ILPO, ça n'a donné aucun résultat. Aujourd'hui, ils sont dans la création d'un pacte national. Donc, ce sont des gens qui sont spécialistes dans la création de concepts. C'est tout. Ils sont réduits à ça. Ils sont réduits à ça. Donc, ils ont perdu toute confiance vis-à-vis des Ivoiriens. Toute confiance vis-à-vis des Ivoiriens. Et donc, le PPACI ne peut pas aller aux élections. Regardez 2028. Ce qui va se passer. S'ils vont aux élections, je ne suis pas convaincu que le PPACI aura plus de 2 mairies. Ce n'est pas possible. Ils n'auront pas. Donc, ils vont rester dans le discours. Et regardez en Côte d'Ivoire, un parti qui doit faire peur à un pouvoir en place parce que quelqu'un a dit, parce que lui, il parle sans s'écouter, que oui, le PPACI fait peur. Il fait peur au pouvoir. Sur quelle base? Tu ne peux même pas mener une activité politique à l'intérieur du pays. On ne vous a jamais vu mobiliser des gens à Azopé, à Bongwanou, à Ferke, à Korogo, à Daloa, même à Gagnoua. Vous êtes incapable donc d'organiser une activité où on dit vraiment le PPACI a mobilisé ici. Donc, parce qu'un parti politique, sa force c'est quoi? D'abord sa force qu'il démontre dans les urnes. Et puis sa force sur le terrain, en termes de capacité de mobilisation des masses. Mais tout ça, vous n'en avez pas. Donc vous, là, vous faites peur parce que Katina peut prendre le micro, venir faire une tribune. C'est ça qui fait peur à un pouvoir. Que le fait que le PPACI n'est pas aux élections législatives, ça délégitime le pouvoir en place. Mais en comment? De 2011 à 2025, vous avez participé à une seule élection législative. Donc depuis tout ce temps, le pouvoir n'a pas été légitime. Mais quand vous dites que le pouvoir n'est pas légitime, là, quelle est la conséquence? Je crois qu'un pouvoir qui est illégitime, la conséquence, c'est que ce pouvoir, il est infréquentable. Les bailleurs ne lui font pas confiance. On ne lui donne aucun rond pour bâtir, pour construire ses projets. Mais ici, c'est le contraire. Donc, si c'est dans votre tête que cela existe, mais ça ne concerne que vous et votre tête. Ça regarde qui? Le fait que toi,
Memel ou bien quoi, tu sois PPAC et que tu penses que Alassane Ouattara est illégitime, ça change quoi dans l'avancée de la Côte d'Ivoire? Ça change quoi dans la position de la Côte d'Ivoire sur la scène nationale et sur la scène internationale? Mais vous ne réfléchissez pas assez, quoi. Et c'est dommage que des jeunes gens soient réduits à ça. Ne pas voir le danger donc qui vient vers ce groupement politique. Et c'est grave. Un parti politique qui, je vais dire, au lieu d'avancer, régresse. Que ce soit en termes de personnel politique. Aujourd'hui, les Stéphane Kipré, bon, ils sont même plus à une position stratégique. C'est le seul député élu, donc même indépendant, mais du PPAC. En dehors de ça, il n'y a personne. Donc j'ai vu un jeune qu'ils ont élu comme président de la Ligue des jeunes. Mais bon, ce jeune frère, au discours un peu alambiqué, décousu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut même pas tuer une mouche. Et c'est vraiment, moi je pense qu'à un moment donné, le PPAC doit être concentré. Doit être concentré parce que je pense qu'ils sont trop distraits. Sortez des tribunes du PPAC, allez-y sur le terrain. Parce que chez moi, là, il n'y a pas PPAC. Dans toute la région de Bongoron, là, il n'y a pas PPAC. Il y a un peu le FPI, c'est tout. Mais il n'y en a pas. Je ne sais pas si à Daloa PPACI existe. Je ne sais pas si à Korogo PPACI existe. En tout cas, ceux qui sont sur le panel, ils vont nous faire le témoignage donc, de l'existence de ce parti-là dans leurs différentes localités. Mais de mon point de vue, et pour ce que j'ai constaté, le PPACI n'existe nulle part. En dehors de leur siège, je crois que c'est à Toban, dans la maison de Nadi Bamba, en dehors de ça, là, le PPACI n'existe nulle part. Le PPACI n'existe nulle part. Voilà des gens totalement incohérents. Vous dites, participer aux élections législatives, c'est légitimer un pouvoir illégitime. Et donc, l'Assemblée nationale est mise en place, mais vous trouvez qu'il faut mettre en place un observatoire pour évaluer les décisions donc issues d'un parlement illégitime. Ça dit, hey, non, le PPACI est fort. Ça dit, vous dites que quelque chose est illégitime à vos yeux. Mais vous mettez en place un observatoire pour dire, bon, le travail que ces illégitimes vont faire là, nous, on va regarder, on va analyser leur travail. Mais le fait même d'analyser leur travail, mais tu participes à ce travail. Tu participes à ce travail. Tu les accompagnes. Puisque les observations que vous allez faire là, si elles sont bonnes, mais ils vont prendre ça en compte. Donc, tu contribues à leur travail. Et Kaza l'a dit, est-ce que mettre en place un observatoire en dehors de l'Assemblée nationale et participer aux travaux de l'Assemblée nationale en ayant des députés, qu'est-ce qui est mieux pour vous? C'est vrai que vous allez être minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais vos voix là, au moins, vont compter. Je vais dire vos prises de position en tant que député. Parce que vous représentez le peuple. Un député, il est député de la nation. Il fait partie de la représentation nationale. Il a une légitimité. Donc même s'il y a 2 députés du PPAC à l'Assemblée nationale, sur des questions importantes, quand le député sort et il se prononce, il y a un poids. Assalé Timoko était seul, indépendant à l'Assemblée nationale. Mais quand il parle, ou bien quand il parlait, mais des gens l'écoutaient parce qu'il est député de la nation. Ce n'est pas le nombre seulement qui compte. C'est vrai que d'un point de vue du vote, ça ne va pas représenter grand-chose. Mais d'un point de vue de la parole et du statut de celui qui parle, ça représente quelque chose. Ce n'est pas l'observatoire. D'abord, depuis que vous avez mis votre observatoire en place, il a produit quel résultat? 0. Donc vous êtes des spécialistes de création de concepts. Si c'est ça là, vous êtes fort. Vous allez créer Kokoko. Vous allez créer Kokoko là, ça donne quel résultat? Hein? Vous êtes dans ça et puis vous continuez. Moi j'ai pitié pour ce parti là. On ne va même pas parler des réalités de Côte d'Ivoire parce que dès que tu leur poses une première question,
Mais il titube. Le frère était en train de nous parler des chiffres. Le taux d'emploi informel, le taux d'emploi formel, donc consacré 90% à Abidjan. Donc moi, je pensais que vraiment, il était outillé pour parler des chiffres. Donc on lui pose une question simple sur le taux de transformation de notre cacao, qui est une réalité aussi, puisque c'est le poumon de notre économie, le café cacao. Ce sont les premières ressources d'exportation de notre pays. Mais cette réalité-là, il dit, il l'ignore. Tu vois? Donc, comment on peut poursuivre un débat avec ces gens qui ignorent les éléments majeurs de notre réalité? Le débat s'arrête là. Voilà, le débat ne peut pas évoluer avec eux. Parce qu'en réalité, ils choisissent quelques éléments et puis ils pensent avoir raison. Ils pensent avoir raison. Oh, c'est faux. Il faut aller en profondeur avec eux. Tu vas voir les limites de leur raisonnement, qui n'ont pas de profondeur. Ils vont nous dire à Zopé, il n'y a pas d'eau, à cause de l'orpaillage. C'est-à-dire, l'État, dans ses prérogatives, a construit des châteaux d'eau dans la région, sauf que les actions illégales des populations, la complicité des populations, leurs activités illégales ont contribué à l'arrêt de fourniture d'eau. Ce n'est pas l'État qui a envoyé des orpailleurs là-bas. Eux-mêmes ont fait appel à des orpailleurs, ils ont donné les terres, et puis il y a eu orpaillage. Donc, ils sont privés d'eau. C'est la conséquence de l'action de qui? De leurs propres actions. Parce qu'il manque d'éducation civique, il manque d'éducation citoyenne. Maintenant, je suis d'accord. Le rôle de l'État, c'est de faire de la répression. Le rôle de l'État, c'est de faire la répression sur ces personnes-là pour qu'elles arrêtent toute activité illégale. Et l'État aurait dû agir depuis longtemps pour stopper ces voyous, ces bandits qui détruisent nos forêts et qui détruisent nos terres. Moi, j'ai dit aux États-Unis, tu ne peux pas rentrer dans la brousse sans autorisation de l'État et puis aller couper même un arbre. Même quand il y a un arbre qui pousse dans ta maison, tu n'as pas le droit de le couper, ce n'est pas possible. Même ta propre maison, quand tu dois la modifier, il faut l'autorisation de l'État. Donc, il faut mettre fin à ça. Tous ceux qui vont s'adonner à cette activité, il faut être ferme. Et je crois que le Conseil national de sécurité a pris des décisions très fortes. Et j'espère que ces décisions seront appliquées. Et quand elles seront appliquées, là encore, on espère que des gens ne viendront pas dire que oui, mon chef de village a été arrêté, on l'a envoyé en prison parce qu'on lui reproche donc des choses, bien il serait PPAC, voilà pourquoi on l'a arrêté. Ça, au moins, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Je ne veux pas être long, je vais m'arrêter là pour dire il faut que nos amis du PPAC comprennent que la politique, ce n'est pas le bavardage. La politique, ce sont les actions. Ce sont des initiatives. C'est comment convaincre les populations. Voyez-vous, ils ont mis en place un pacte national. Mais jusqu'à présent, c'est-à-dire les Ivoiriens ne se sont même pas intéressés à ça. D'abord parce qu'ils savent que c'est nul. Aucun contenu. Tu vas leur poser la question ici. Dans votre pacte national, là, qu'est-ce qui sera fait pour la jeunesse? Ils vont te dire non, en réalité, on n'a pas encore fini. On n'a pas finalisé le document. C'est maintenant on va retourner vers les populations pour prendre leurs avis. Et c'est après ça qu'on va finaliser le document. Donc, c'est la première fois que je vois que des gens écrivent un projet qui n'est pas achevé, mais ils viennent présenter le projet. Ils viennent faire des conférences sur ce projet. Or, le projet n'est pas encore fini. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui fait une thèse, il commence son travail, ses travaux de recherche, il n'a pas encore fini, et puis il va réunir les jurys donc pour expliquer son travail. Et quand on lui pose des questions, il dit non, en réalité, je n'ai pas fini mes recherches, je suis juste venu vous présenter pour retourner, continuer mes recherches. Mais autant finir, et puis tu viens, on va parler de ça une fois pour toutes. C'est pour dire que ces personnes, vraiment, ils veulent faire du bruit. Ils veulent exister pour exister. Mais en réalité, c'est vide, c'est superficiel. Ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Rien, absolument rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Si j'avais un deuxième téléphone, j'allais jouer des vidéos. On ne va même plus débattre avec ces gens. On va leur
le Gbagbo Laurent va leur parler sur la santé. Il va vous expliquer que la santé coûte cher et que les Ivoiriens sont comme des gens qui veulent le beurre, qui veulent le lait, mais qui ne veulent pas que la vache soit traite. C'est ça. C'est lui qui le disait. Et que lui, il ne peut pas donner un rond à un fonctionnaire. Et un fonctionnaire qui se met en grève, la conséquence, c'est qu'il n'aura pas son salaire. Voilà. Donc, votre gars même va vous parler, je vais dire, il va vous dire des choses, et vous allez comprendre. Voilà. Donc, je m'arrête là. Beaucoup doyen, merci. On va laisser Serge Assé aller en pause. Jean Gouffry, c'est le seul qui n'a pas encore parlé. Et puis on va faire une doléance si mon doyen Kokora, Francis pourra parler. Papa, désolé, j'ai risque mon contrat. Francis, il aura une minute pour parler. Une minute. Il est là. Je vais parler une minute et puis je partir comme l'a dit Cora, juste une minute. Oui, il faut parler 5 minutes. Ok, merci. Non, le il a pas. Je veux m'excuser. Une minute. Moi, j'ai entendu 5. On dit une minute. Non. Il dit quand tout le monde va parler, tu vas parler. J'ai tout à fait. Non, s'il te plaît. Jean Geoffroy, vas-y pour ton intervention. Quoi, s'il te plaît? Non, Francis, il te restait beaucoup, mais laisse Jean Geoffroy parler. Voilà, il est parti même. Voilà. Quelqu'un l'a aidé. Qui a mis son corps dehors comme ça, mon papa? Adama Florentina. La parole. Bon, je salue tout le monde sur le panel. Bon, je crois que l'intervention, je sais pas, le sujet, il est un peu, il fait un peu, qu'on appelle, enfin, c'est par rapport à ce que l'honorable Diaoufoué avait avancé. Je crois que c'était ça, c'était le sujet. Bon, mais là, on est parti dans beaucoup de trucs là, donc je pense que moi, je reviens au sujet. Bon, disons que je crois que bon, toutes ces, enfin, ça veut dire que ces tergiversations qu'il y a eu depuis 2020 et puis 2025, bon, la communication qui est partie dans le sens qu'il fallait absolument qu'on bloque tout, qu'on arrête tout. Bon, sincèrement, j'ai pas adhéré à cette communication-là. J'ai pas adhéré à cet état de fait-là, parce que pour moi, les élections sont la meilleure manière d'atteindre, de pouvoir voir l'alternance, quoi. Parce que pour moi, toute forme de violence est à proscrire. Quel que soit le tort qu'on te fait, moi je pense que toute sorte de violence est à proscrire, parce que d'abord, on a vu le résultat de ce qui s'est passé en 2020, puisque là vraiment les velléités étaient vraiment très, enfin, c'est-à-dire que là ça avait été très farouche, et on a récidivé encore en 2025. Bon, moi je ne sais pas, sincèrement, quand je regarde, la violence ne peut pas, enfin, faire un changement en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi-même, si je suis, disons, soit un militaire, un soldat, ou bien, bon, mais que je suis dans le pouvoir actuel, avec ce que beaucoup d'opposants sortent de leur bouche, avec ce que beaucoup d'opposants véhiculent, vraiment. Je crois que vraiment, pour que le pouvoir change là, je vais vraiment moi me donner ma vie aussi, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence ne peut pas faire de changement. En 2025, où on pouvait aller aux élections tranquillement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et même mon parti aussi s'est mêlé de la danse. Et puis, bon, ben, écoute, on n'a pas pu aller aux élections. Mais je pense que c'est par rapport à la communication que certains de nos frères font, qui ont fait que, bon, ben, écoute, tout s'est dirigé vers la confrontation. Or, la confrontation, c'est clair que le parti de monsieur, du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire que le RDR, là, le RDR, l'ossature du RHDP, en tout cas en violence, ils sont pas petits. Sincèrement, il faut reconnaître. Donc, il ne faut pas, pour moi, bon, il ne faudrait jamais aller, donc,
la stance que l'honorable Diao Foué est en train de tenir, la stance que le PDC est en train de tenir actuellement, en tout cas, moi, ça me sied. Ça me sied. Quel que soit Alpha, il faut participer. Quel que soit Alpha, il faut aller aux élections. Quel que soit Alpha, il faut la voie pacifique. Quel que soit Alpha. Il faut la voie pacifique. Parce que la violence, d'abord, moi, quand je regarde, quand je vois, j'analyse, c'est vrai que bon, il y a certains pays où un soulèvement populaire envoie un civil au pouvoir, comme peut-être en Iran avec Khomeini en 79 et autres là. Bon, ça vraiment c'est que rare, ou bien qu'il y a un coup d'État et puis bon, ben, écoute, la population se lève et puis le civil est réinstallé. Sinon, généralement, c'est l'armée qui prend le pouvoir toujours. Et des gens pensent que si il y a, qu'on appelle, disons, ce genre de soulèvement populaire et que l'armée prend le pouvoir, ils pensent que, bon, ben, écoute, ceux qui vont venir prendre le pouvoir vont laisser les leaders venir tranquillement, venir tranquillement et puis, bon, ben, écoute, je sais pas, leur prendre le pouvoir de la main des militaires. Non. Avec la géopolitique que nous avons actuellement, en tout cas, il faut qu'on évite que l'armée prenne le pouvoir parce que si l'armée, devrait prendre le pouvoir, la France ne peut rien. Si la France essaie d'être dure, il se tourne vers la Russie. Et puis, bon, ben, écoute, voilà. Nous tous, on est complètement, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, écoute, s'il n'y a plus de partis politiques et autres, tout cela, c'est pas, donc, sincèrement, je crois que le président Tidiane Thiam a pris la pleine mesure de la chose. Il a vu qu'en 2025, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il a pris la pleine mesure et puis bon ben écoute, il change de fusil d'épaule. Il change de fusil d'épaule. Donc comme il change de fusil d'épaule, tout le monde, enfin, tous les militants du PDCR sont dans cette voie-là. Donc il faudrait que la communication qu'on va mener au niveau des panels, sur les panels et autres, tout ça là, c'est résolument d'aller vers les élections et non aller vers une confrontation encore qui ne va même pas apporter quelque chose, qui ne va même pas apporter quelque chose. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au prononcé de l'honorable Diao Foué. Merci beaucoup, Jean Gaufré. Konaté, moi je vais partir dormir. Parce que, non, moi je vais dormir parce que mon papa ne va pas parler. Si je parle, mon contrat en jeu. Donc, je suis derrière le gardien. Je ne peux pas. Non, Donc... on augmente même ton contrat. Il faut laisser Francis parler. On va l'écouter. Je vais écouter mon papa avant d'aller dormir, sinon j'avais très mal. Le mal était profond. Mon papa part à la Côte d'Ivoire profonde, mais pardon. Promets-moi de ne plus faire ce que tu as fait. Faut plus prendre la poudre de la tempête, pardon. Faut plus prendre ça. Vas-y. Merci ma fille. Bonsoir, la Côte d'Ivoire profonde. D'abord, je m'excusais devant le panel de Dessac, puis devant les auditeurs qui nous écoutent. Et je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé il y a quelques heures. Bon, je voudrais m'incliner devant nos parents qui ont perdu de la vie dans la région de la Mai. Et je suis tellement triste et en même temps en colère. Le président de notre Assemblée nationale est originaire de la Mai. Et il y a eu un conflit là-bas. Jusqu'à ce jour, on n'a pas vu des enquêtes parlementaires être diligentées. Donc, à quoi sert de participer à une élection? Pardon, une information. Il y a eu combien de morts là-bas? Non, mais je sais pas. Mais il y a plus que 10. Il y a plus que 10 morts. Le conflit, ça a opposé qui et qui? Non, entre communautés. Quelle communauté? Puisque tu en parles, c'est que tu en sais quelque chose. Non, tu vois, je ne suis pas interrompu.
Non, je te pose une question. Non, en fait, là, tu n'es pas, s'il te plaît. Vraiment, il faut être concentré, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais il s'appelle comment, Francis, il faut écouter Kokora qui répond à sa question doucement. Tu n'as pas de temps même, tu n'as même pas de temps. Donc tu peux, voilà, dans le débat il est ouvert, tu peux parler. Voilà, puisque... Je te donne l'occasion même de parler. Non, mais il faut que tu répondes aux questions. Voilà. Là, on était sur PPACI, PDCI, intervention des DIA. Tu nous donnes une autre information qui est capitale. Et moi, je veux savoir, le conflit a opposé quelle communauté, école, communauté? Ce qu'il y a su, c'est l'autochtone contre. Mais quoi, tu dis? Tu sais, non, vas-y, pardon, excuse-moi. Tu vois, en fait, la mort des personnes non, pardon, Francis, c'est quelle communauté? Mais ce qui importe là, ce que j'ai appris, il y a eu des communautés entières qui ont été déplacées parce qu'il y a eu un conflit entre les entiers et autres individus. Est-ce que c'est la deuxième? Quel individu? Je dis, il y a eu un conflit entre les autochtones contre les halogènes. Quel halogène? C'est des Malékés, c'est des Agis, c'est des Moussi, c'est des Gula. Et le conflit portait sur quoi? Quel était le contentieux? Non, s'il te plaît, il faut nous informer. Francis, vraiment, il faut nous informer. Je dis, le contentieux qui a eu lieu là, l'objet, je ne sais pas. Mais il y a eu un conflit. Donc, ok. Donc, si tu ne sais pas, pardon, il faut parler de... Non, ça dit, tu ne peux pas venir soulever... s'il te plaît, Francis. Tu vois, ça dit, ton problème, c'est que tu n'es pas organisé. Moi, mais attends d'abord. Mais attends. D'accord. Tu sais, moi, je ne peux pas venir aborder un sujet que je ne maîtrise pas. Tu vois, et je n'ai aucune info, s'il te plaît. Je n'ai pas toutes les informations concernant un sujet. Je l'aborde. Ça veut dire que des gens vont me poser des questions puisqu'ils ne sont pas informés. Et je dis non, je ne maîtrise pas, je ne sais pas. Donc, si tu ne sais pas grande chose d'une situation qui se serait produite, Francis, garde-toi d'en parler quand tu auras tous les éléments là. On pourra même mettre un sujet dessus et puis on va débattre. Parce que quand tu apportes une information qui est publique devant des gens, près de 200 personnes, il faut t'attendre à ce que des gens soient curieux pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Donc quand tu poses des questions, il faut être à même de répondre. Si tu n'es pas à même de répondre et que tu dis c'est moi qui te pose les questions, qui doit t'informer, mais là, ça pose un vrai problème. Voilà. Est-ce qu'ils sont en train de dire? Donc, il est mieux de parler du discours de Diaoufoué, qui est le sujet d'ailleurs. Et puis après, quand tu auras tous les éléments concernant ce conflit, tu viendras faire ton exposé là-dessus. Voilà. Voilà un peu la position. Ça, c'est intellectuellement, voilà, c'est une démarche intellectuelle, tu vois. J'ai compris. Donc, comme on veut d'un panel assez structuré et intellectuel, je souhaite que tu t'inscrives dans ça pour nous aider à construire ensemble cette vision-là. Merci. D'accord, merci. Bon, voilà, j'ai une vidéo sur ça. Mais on va aller ce soir sur là. Bon, maintenant, je viens sur le cas de Diaoufoué. Diaoufoué dit, au risque de ma vie, j'ai pris l'engagement de faire de la politique en Côte d'Ivoire. Il a dit, qui, en politique en Côte d'Ivoire, va menacer la vie de Diaoufoué pour aller parler aux Ivoiriens qui sont à Yopougon? Qui menace Diaoufoué? Qui disent que sa vie est menacée. Il a pris des risques pour aller parler au peuple de Yopougon. Il faut savoir. Parce que moi, faire la politique là, ça allait vers les gens, leur expliquer ta politique vis-à-vis d'eux. Si demain tu es élu comme député. Parce qu'un député, son rôle est de faire des lois en conformité avec les problèmes que vivent ces populations-là. Ça fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Quelles sont les lois que les députés votent ou bien créent pour pouvoir permettre à l'Ivoirien lambda de pouvoir mieux vivre en Côte d'Ivoire? Donc, vous venez voir nos parents, vous venez voir la population, juste pour être élu et aller vous asseoir pour chauffer les bancs de l'hémicycle.
et à la fin du mois, on vous paye un salaire et des primes. Les populations ont des problèmes. Sérieux. Personne ne peut prendre ces problèmes-là à bras le corps. Et c'est ça, on a pas député là. C'est ça, là, on n'a pas député. Kokora, tu es quelqu'un de responsable. Un député là, son rôle c'est de venir s'asseoir, chauffer les bancs, et puis rentrer à la maison, et à la fin du mois, on le paye. Les problèmes subsistent en Côte d'Ivoire. L'orpaillage clandestin, cela. Mais il n'y a aucune enquête. Ça, tu dis oui, que ce sont des voyous à Bouville qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Ouais. Comme toi, tu es à Abidjan, tu bois l'eau. Hey, tu te moques de nos parents qui sont à Bouville. Et tu dis que tu es politicien. Waouh. Francis, je suis au village actuellement. Ici, à Bougol. D'accord. D'accord. Donc, tu es au village chez toi. Chez toi, c'est où même? Là-bas, il n'y a pas d'appareil là-bas, non? Là-bas, il n'y a pas d'appareil. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, je te dis. Non, donc Kokora, Francis, il est jaloux de ton foutu igname que tu es en train de manger aujourd'hui avec Babassou. Il est jaloux. Il a mangé McDonald's. Non, il est fatigué. Il y a une femme à Macadé poissonnier là. Il y a une femme à Macadé poissonnier là. Puis elle a crédit sur lui. J'ai dit. Faut attaquer là. Au restaurant, au Moko là. Mais Francis, pourquoi tu ne vas plus manger au Moko? Vous voyez, quand je pense à marquer le but. Il était vite en Côte d'Ivoire. Quand je marque le but, et quand je marque le but, le jouer. Ils vont préparer bon guaguasso, foutu igname. Viande d'agouti ou hérisson avec du vin. La Côte d'Ivoire est doux. Depuis, ici, le week-end, là, je mange foutu. Je mange un placali avec la viande de brousse. Étant à Paris. Y a-t-il ici, hein? Non, c'est Doy le vieux. Francis, ça là, c'est pas le bon. Placali, là, c'est congelé. Moi, je connais. C'est un placali congelé, on doit en voir là-bas. Ça vient d'où? Hein? Ça vient d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire, c'est congelé. Je veux dire, c'est dénaturé. Non, ici, là, dès qu'on sort, pardon. Non, c'est juste pour présenter un peu, mais ici, là, tout est original. C'est-à-dire, dès que le placali, là, ils ont fini de faire, en même temps, ça atterrit dans la marmite, on finit de pas on mange. Oh, toi, tu as checké que tu manges là-bas, là. C'est comment? C'est congelé, on t'envoie. C'est la checké congelé, on t'envoie. Est-ce que tu manges viande de brousse? Toujours. Et ici? Mais c'est congelé. Pourquoi? Bon, j'ai fini. En fait, je vais dire aujourd'hui que rien ne sert d'avoir des députés à l'Assemblée nationale qui ne font rien. Vous avez 170 députés que nous payons à la fin du mois, mais qui ne font rien. Non, c'est 197, pardon, faut pas réduire. Ah d'accord, 197. Encore, c'est grave. 197 députés que nous on paye à ne rien faire. Juste venir chauffer les bancs et puis aller s'asseoir, manger foutu le week-end dans le village. C'est ça. Le cas de Kokora est là. Aujourd'hui, il est assis à Bongwanou. Il mange foutu avec agouti et il boit du bon vin. En plus du koutoukou, et il est content. Et mon frère. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Parce que tu es en train d'appuyer sur du foutu, du bon vin, viande de brousse. C'est que ça, c'est de la jalousie, le vieux. J'ai dit, on veut le partage. On veut le partage. Je veux que M. Kokora serve un peu à nos parents qui sont à Beauville, à Boaké, à Toroto. C'est ça. Il faut que nos parents qui sont à Korogo puissent aussi manger un peu de goûter. Oui ou non? Donc, je vous dis que la Côte d'Ivoire a des problèmes sérieux. Omni, que nous rions. Aujourd'hui, on me dit qu'il faut aller aux élections en 2028. Avec quelle commission, ou bien avec quel organe électoral? Vraiment, il n'y a rien. Nous sommes allés en 2026, il y a fait. Il n'y a rien qui est fait. Et on nous dit, allez aux élections en 2028. Et puis, je voulais dire à Gaoufoué,
ça prouve que le PCRDA ne travaille plus. Donc, vous comptez sur le PACI pour pouvoir avoir des députés. Parce que vous voulez faire des alliances. C'est ce qu'elle dit à M. Bédier. À personne. À quoi servira une alliance? Travaillons. Allons vers les Ivoiriens, leur expliquer leur programme. Et puis créons une autre structure. On est ensuite en fait l'alliance. Aujourd'hui, notre alliance nous a mis où? Parce que le PPACI n'a pas été. Pourquoi? Regardez-moi ça. Donc, le PPACI, vous comptez pour aller aux élections. Waouh! Non, proposant, il faut dire à Gaoufoué et à M. Thiam qui doivent aller sur le terrain. Maintenant, comme eux aussi, ils ont peur, parce que le terrain est miné par qui, je ne sais pas. Comme ils disent, je tiens à dire à la Côte d'Ivoire profonde que notre souffrance en Côte d'Ivoire provient du PCRDA et du RDR sorti du PCRDA. C'est que sont la base de ce que nous vivons comme problème en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux. Les menaces là viennent du RDR, LAGP et du PDCI RDA. C'est vous là qui troublez la norme politique. Et je le sais depuis longtemps. 90, c'est les cas du PCRDA qui entretenaient les loupards. Pendant qu'il y a des années. Et ça continue. Le RDR étant dans le PCRDA, c'est ce cadre-là qui entretenait les loupards. Aujourd'hui, ils sont au RDR. Leur monsieur continue. Que des loupards au service du RDR. Le RDR est sorti du PCRDA. Ceux-là, c'est eux, ennemis de la Côte d'Ivoire. Et ça, mon frère Koukoura le sait. Koukoura le sait très bien que le PCRDA et le RDR sont à la base de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas un débat. Mais tôt ou tard, je tiens à dire ça à Gaoufoué et à Thiam. Ils vont répondre devant la Côte d'Ivoire. J'ai peur. Tu as peur de Séba Congo. Tu as peur de M. Ouattara. Tu as peur de Cyril Brahima. Pourquoi? Ça, Gaoufoué, tu es en forme comme ça là. Francis, quand il parle des loupards, à l'époque, quand les gars du VS partaient voir Oufoué Boigny par le biais de Donald Fologo à l'époque. Non, c'est le biais. Ce qu'on appelait les vagabonds, les vagabonds salariés. Voilà, les gros bras qui étaient les gros bras du PDC à l'époque. Volontaire pour la sécurité, VS. Volontaire pour la sécurité. Oui, exact. Ça, il faut nous parler des syndicats là. Je suis en train de parler, tu sais, toi, tu connais ça. On est en train de parler d'un truc, vous pensez que. À l'époque, quand les gros bras partaient voir Oufoué Boigny, toi, tu étais encore militant du PDCI. Mais parlons des syndicats. Je t'ai dit que c'était, mais je ne parle pas avec toi, je suis en train de parler Francis. C'est pas toi. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais est-ce que tu as dénoncé ça à l'époque? Bien. Je veux parler, s'il te plaît. Vas-y maintenant. Voilà. Il s'appelle Doumbia Tiomoko. Il était le président d'étudiants PDCI à l'époque. Et il était le bras droit de Fologo Donald. Et c'est lui, avec Ahmed Bakayoko, qui sont allés présenter les loupards à M. Fauboigny. Que voici des gens qui ont servi de bras écoulés contre le FPI à l'époque. Non, c'est pas vrai. Et Geoffrey, s'il te plaît. Monsieur, je peux attends, non, Geoffrey, après il va parler. Geoffrey, laisse-le chuter. Laisse, il va finir, après tu vas répondre. Merci. Laisse, il va Papa, faut chuter, mais faut pas oublier que tu as été amnistié. Non, ne le fais pas chuter, il va parler. C'est une histoire que la jeune génération doit connaître. Non, on peut lui donner 5 minutes, il va s'étaler. La jeune génération doit connaître l'histoire. Voilà, merci bien. Une heure sur sa tête. En 90, j'étais
étudiant. Et je faisais partie des étudiants PDCI. Je résidais à Port-Boueux 1. Vous comprenez? Il y a Jean Ambomi. Ça, c'est l'histoire, ça. Tiemoko Doumbia. On se pratiquait tous les jours pour pouvoir évidemment apporter des solutions vis-à-vis de la FESI. Et j'étais un étudiant engagé, très engagé d'ailleurs. À Pabo 1, on envoyait le bus PDCI. Et je montais dedans tout seul. Parce que les crabés avaient peur de la FESI. Et je partais et je revenais. J'étais engagé. Et donc, je sais qui a fait quoi au niveau des Loubards. Doumbia Tiemoko, Ahmed Bakayoko, et puis il y a certain Ahmed H. Voilà, trois là, avec Fologo, qui ont été tenus les Loubards pour mettre la violence dans la politique ivoirienne. Et c'est une vérité. Quand nous autres, on voulait parler, on nous dit taisez-vous. Il y a eu des bagarres partout, parce que là, on n'avait pas la Louba à jamais venir agresser. Elle a fait ci à Mémose. Et on se connaissait entre nous. Donc, je vous dis que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire là, le PDCI a construit, le PDCI veut détruire. Et c'est la vérité. Il n'y a rien qui est faux. Donc, le PDCI RDA là, et le RDR font un. Et d'accord, on dit oui, nous avons la même idéologie. Sinon, les voyous là, en politique là, c'est le PDC RDA et le RDR RHDP. Aujourd'hui. On a vu là. Et ça, c'est une vérité. Et puis j'ai honte. Quand on ne va reconnaître et on met ça sur le PPACI, Gbagbo Laurent est victime du PCRDA et du RDA. Une question. Comme tu as près d'une heure de temps, aujourd'hui, là, tu as le conférencier. D'accord, Alors, vas-y. donc, selon toi, c'est le PDCI qui a créé tous les problèmes dans la Côte d'Ivoire et toi-même, tu étais un militant engagé pour te battre contre la FESI, le FPI. Donc, tu reconnais avoir participé à la création de ces problèmes, c'est ça? Bien sûr que oui. Bien sûr. Ah, donc, tu es aussi responsable, c'est ça? Comment? Ah, ok, merci. Bien sûr. Non, je dis que tu es aussi responsable. Francis, tu dois juger. On doit te juger aussi. Comme toi, tu veux juger les gens depuis 1960. Francis, la peine de mort. Attends, tu vas parler, Francis. Tu peux te calmer. On est au nu là. Tu seras le seul à parler. On tient le conférencier. Là, mettez Francis en grand pardon. Non. Aujourd'hui, là, il va nous expliquer beaucoup de choses. C'est bon. Non, on te met en grand. Voilà. Voilà, donc. Non, Francis, pardon, il ne faut pas faire ça. Donc, tu reconnais avoir participé à la création de ces problèmes. Donc, tu assumes. Donc, s'il y a jugement, Francis, tu dois être aussi jugé, c'est ça? Bien sûr que oui. Donc, ok. Oui, d'accord. Merci. La peine de mort là. Pourquoi tu l'as fait? Pour tout le monde. En fait, moi, je suis quelqu'un. Tu l'as fait. Attends. Non, j'arrive, Francis. Est-ce que tu étais conscient, est-ce que tu étais conscient que ce que tu étais en train de faire allait tôt ou tard créer des problèmes à la Côte d'Ivoire? Comment? Bien sûr que oui. Est-ce que voilà, tu étais conscient, mais tu l'as fait? Bien sûr que oui. Mais tu l'as fait quand même. Okay. Bien sûr que oui. D'accord. Tu n'as pas été manipulé, tu l'as fait de toi-même. Pas du tout. Pas du tout manipulé. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans une telle bêtise? Quelle bêtise? Mais si tu dis que tu as participé à la création de... Quand les Louba, attends que je parle. Quand Tiemoko Doumbia, Ahmed Bassam, Ahmed Bakayoko étaient nos leaders. Et c'est eux qui allaient prendre les Louba. Tu comprends bien? Donc, tu avais quel âge à l'époque, au moment des fêtes? Tu avais quel âge? 22 ans. 22 ans, donc tu étais conscient de ce que tu faisais.
voilà, moi, la question que. Donc, pour toi, la FESI était le mal ou c'est le PDCI qui était le mal? Merci bien. Voyez-vous, c'est après que nous autres, on a compris. En fait, ceux qui étaient devant nous là, ils avaient leur agenda caché. La FESI était devenue comment ça, leur monnaie, leur appât, en allant mentir à Oufoué. Et chaque fois, il faut donner de l'argent à ces personnes-là, à ces jeunes gens-là. Mais toi, tu as bouffé l'argent là aussi. Non, pas du tout. Et c'est toi, eux. tu les suivais, mais tu ne bouffais pas aussi. En fait, moi, il y avait un souci. Attends que je parle. Moi, il y avait un souci. Je voulais que l'école reprenne. Et c'est pourquoi je me battais contre la FESI. Contrairement aux autres. Or, eux là, c'était leur fonds commercial. Mais la question que je pose, pourquoi est-ce que la FESI avait bloqué l'école? Est-ce que la FESI avait raison de bloquer l'école? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quelles étaient les raisons qui les poussaient à bloquer l'école? Les conditions de vie, le problème de logement est un problème académique parce qu'on n'avait plus de logement. On a fait théâtre. On prenait la cour dehors. On était des millions. Donc déjà en 90, Francis, déjà en 90, les étudiants prenaient le cours dehors, c'est ça? Bien sûr que oui. Et donc de 90 jusqu'en 2011, est-ce que les capacités de l'université ont augmenté? Mais quand la FESI avait bloqué l'école, 6 mois après, le président Médier a mis sur pied des nouveaux amphithéâtres. Et donc, on a commencé à avoir des amphithéâtres par qui naissaient. Ça, c'est en quelle année ça? C'est en quelle année? En 90. Bédi n'était pas au pouvoir? Pardon. En fait, le programme a étendu 93 jusqu'à ce que Bédi arrive. Donc, en 93, en 91, 12 l'État a commencé à construire des amphithéâtres. Voilà, c'est tout. Et Dieu merci, on a commencé en 91. En 91. Ouais. C'est là que les gens ont commencé à essayer de découcher un peu l'université. Donc, on a créé les UFS. C'était à l'initiative de qui? Comment ce ça? déblocage-là. Ce déblocage au niveau de l'université, la construction d'amphithéâtre et autres. C'était au point, c'était pas le Premier ministre. Non, le ministre, non, à ce moment-là, est-ce que quel Premier ministre? C'est ce programme de Foubayi. Quand Fou a appris, le ministre, attends, s'il te plaît. En 91, et s'il te plaît, en 91, il y avait un Premier ministre, non? Bien sûr que oui. C'était qui, Alassane Ouattara, c'est ça? Ouais, c'est lui. C'est lui qui conduisait la politique du gouvernement. Comment? C'est lui qui conduisait la politique du gouvernement. Donc, c'est pas lui qui a pris ces initiatives, mais c'était Oufo Boigny, c'est ça? Bien sûr que oui. Mais, donc, Alassane Ouattara n'a rien fait à ce niveau. Vraiment, quoi? Quand le ministre, quand le ministre Balaketa, combien? Le ministre Balaketa, attends, je finisse là. Balaketa a menti à Oufoué. Il a fallu que nous, étudiants, on aille chez Oufoué. Le même jour là, Oufoué a diminué le prix de nos loyers et de notre ticket restaurant. Le même jour, Oufoué a pris une décision. Attends, je veux comprendre. Lequel loyer? Quand j'étudiais, on n'a pas essayé de voiture. Donc, ça coûtait combien avant? Et à partir de 91, ça a été combien? Ça avait 6 000. 6 000 francs. En 80, combien c'était 6 000? En 90. 6 000 à l'époque. En 90, c'était 6 000. Et en quelle année c'est passé à combien? À 3 000? Et la même année, quand Oufou a reçu, Oufou a diminué le prix à 3 000 et nos tickets de restaurant étaient venus à 100 francs. Donc avant 90, c'était. Attends, pardon, je veux bien comprendre. Moi, je n'étais pas étudiant en 90. Voilà. Donc, je veux dire, en 88, 89, la chambre d'étudiants coûtait 6 000, c'est ça? Ouais. Moi, je suis en train de 90. Moi, je suis en train de Donc, à partir de 90, 91, le président Oufo Boigny réduit les prix des chambres. En 90. 90, ouais. À 90, voilà. Et le Premier ministre, le Premier ministre de l'époque s'appelle Alassane Ouattara. C'est ça, non? Et alors?
Non, Et je n'ai pas alors? tiré de conclusion. J'ai posé la question simple. Bien Je sûr, dis, oui. Oui, alors. avant 90, non, avant 90, les chambres coûtaient cher. Et à partir de 90, Oufoué, Ouais. avec son premier ministre, donc, sous leur gouvernance, les prix des chambres sont réduits et les tickets de resto sont réduits. Avant, Ouais. les tickets de resto, c'était à combien? Ouais, 200. 200. Maintenant, à partir de 90, ça devient 100 francs. Ouais. Donc, une Après, amélioration des conditions de vie, tout voilà, à une fait. amélioration des conditions de vie des étudiants à partir de 90. Maintenant, Mais comme le Kokora, président ce qui est important techniquement, il faut le nombre d'étudiants même qui étaient là à l'époque. Hein. Si on avait le nombre d'étudiants, puis combien de milliards, au fait, l'État avait peut-être ce sacrifice de consenti. milliards. Voilà, consenti pour Non, leur il ne bien. va pas te dire, il va te dire qu'il n'a pas encore, il n'a pas le chiffre, mais c'est pas là où je vais aller. Là où je vais aller, c'était de voir qu'avant 90, la situation des étudiants en termes donc de dépenses était très importante. À partir de 90, ces conditions sont allégées. Maintenant, si ces conditions sont allégées, pourquoi est-ce que la FESI continue de bloquer l'école? Si le président Oufouette a fait droit à leurs revendications en ce qui concerne les chambres, les tickets de resto, pourquoi ils ont continué de bloquer l'école? Bon, en fait, les étudiants avaient tous les problèmes. Problème de logement, problème d'amphithéâtre, de bourse d'études et aussi de transport. Et en 90, monsieur Oufouette nomme Ouattara comme premier ministre. La première décision qu'il a prise, c'était quoi? De supprimer nos cars. Nos cars ont été supprimés. On allait rencontrer Ouattara à la scène, à la primature. On a dit non, on garde nos cars et puis on paie nos 3000 francs de ticket de bus et puis nos cars viennent nous chercher. Non, ça, c'est pas vous, ça, c'est la FESI, ce n'est plus. Puisque vous étiez contre. Non, vous étiez. Mais un combat commun là. Oui, un combat commun là. Mais ce n'était pas un combat commun. Puisque, moi, ce que je veux comprendre, est-ce que toi, tu as participé au combat de la FESI ou tu as participé à un combat contre la FESI? Parce que c'est la FESI qui posait ces problèmes. Raison pour laquelle l'école était bloquée. En fait, la FESI posait les problèmes d'étudiants. Comme nous, on les posait aussi. Mais qu'est-ce que vous opposez à ce moment-là? Ce qui nous dérangeait, on disait, allons à l'école et posons nos problèmes. La FESI dit non, on arrête tout et on pose nos problèmes. Voilà la différence qui était là. Moi, il passe dans la FESI. Quand la FESI passe le matin, tu passes le soir pour dire non, allons à l'école et posons nos problèmes. Parce qu'on vivait les mêmes problèmes. Que ce soit PLC, que ce soit FPI, en tant qu'étudiant, on vit les mêmes problèmes. Oui ou non? Donc, nous, on disait, les gars, allons-y à l'école et posons nos problèmes. Voilà le problème qui était là. Voilà cette différence qui était entre nous, militant PCRDA, et les autres étudiants FPI. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. La cité où tu étais là, c'est celle qui est en face du 43e Biman, là? Non. Ça, c'est vers l'abattoir. Ah, la cité qui est vers l'abattoir, là? Ça, c'est un, ça, ouais. C'est une. Ah, c'est... C'était un. Comment? Ah, c'est un. Pas beau 1. Il n'y a pas beau 1, pas beau 2, pas beau 3. C'est pas beau 2 qui se trouve en face. Je ne sais pas si c'est quand même. Et pas beau 3, c'était vers la mer. Ah, tu vois. Et nous, on mangeait à pas beau 3 vers la mer. Vers la mer, là. Voilà. C'est pas si tu veux. Et nous, on le fait 3. Et c'est pas que habitait. Quand vous partez manger placali à crédit chez la jeune dame là, au quartier Serge Kassi, vous faites vos castors là-bas, là. C'est après vous partez manger à la mer là, non? Comment ça? Tu vas représenter, tu vas toujours là. Donc, c'est comme ça que la FESI et nous là, c'est un problème de vouloir ne pas aller et aller à l'école et poser nos problèmes. C'est tout ça. Sinon, on a posé le même problème là, au même moment, à notre gouvernement. Mais comme toujours, nos ministres n'étaient pas des hommes responsables. Les problèmes qui vont être résolus en tant que ils vont tarder ça parce que ils veulent avoir de la facile avec Oufouette. Donc tout le temps des mensonges.
Donc, il y a des ministres qui vivaient de ça. Des ministres qui vivaient par rapport à la fesse. Mais c'est comme tel, hein? Le président Réa, c'est une autre question. C'est en quelle année la politique de désengagement de l'université a été entamée et par qui? bon, ça, déjà, même en 90, déjà, les gens ont commencé à réfléchir, hein, à créer des UFF par-ci par-là, à créer à Bois-Gamay, tout ça, pour qu'on puisse vraiment dégager un peu Et ça, c'était à l'initiative, il y a Boaké, il y a Bois-Gamay. L'initiative de la Côte d'Ivoire. C'est à l'initiative de la Côte d'Ivoire. C'est pas Okay. le quelqu'un. Donc, c'est à l'initiative de tous les Ivoiriens. Voilà, c'est tout, oui. De Foué, de Boabo, tout ça, c'est ça? Pourquoi tu veux donner ça à Ouattara, pourquoi? Non, je n'ai pas donné ça à Ouattara, j'ai dit. Donc, quel était le rôle du Premier ministre? Non, écoute-moi, s'il te plaît. Ouais. Quel était le rôle du Premier ministre Alassane Ouattara, alors? Le Premier ministre Ouattara est venu apporter la souffrance à la Côte d'Ivoire. Non, je dis pas. Non, je ne suis pas en train de juger son résultat. S'il te plaît, il faut te calmer. J'ai dit, quand on l'a appelé là, quelles étaient les responsabilités du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il devait faire? On lui a dit de venir apporter du soutien à la Côte d'Ivoire sur le plan économique. D'accord. Parce que nos caisses étaient Et vides. de régler les problèmes des Ivoiriens, dont les étudiants. Maintenant, la question que je pose, en prenant une décision pour alléger les conditions de vie des étudiants, par exemple le désengagement des universités à partir de la création des UFR, donc, ou bien des URES, tels que Aboubou Diamé et Boaké, est-ce que ça ne faisait pas partie donc, du travail d'Alassane Ouattara, d'alléger les conditions de vie des populations, dont les étudiants? Oui, en fait, quand le gouvernement décide là, le gouvernement décide. Et puis, il y a ce qu'on appelle les exécutants. Donc, c'est l'œuvre d'un collège. Mais le gouvernement là, le gouvernement là, c'est pas seulement que M. Ouattara. Non, je n'ai pas dit c'est lui. Je t'ai posé une question, Francis. Oui. Pardon, quand toi, il dit qui décide? Mais c'est le chef de l'État qui décide. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas Alassane Ouattara qui était venu pour apporter des solutions, mais c'est plutôt le président Houphouët-Boigny qui avait l'achat d'apporter des solutions et Alassane Ouattara n'était qu'un exécutant. Mais pourquoi tu dis là, quelqu'un qui ne décide pas, comment il arrive à apporter la souffrance aux populations? Bon, en fait, tu comprends. En fait, on dirait que tu fais exprès. Tu fais exprès comment? Quand Houphouët-Boigny appelle des techniciens à la matière, des ministres à la matière, les ministres vont travailler sur le dossier. Et à la fin de ça, le chef de l'État décide parce qu'on lui montre les avantages et les inconvénients. Voilà. Donc le président voit les avantages et il voit les inconvénients. Mais est-ce que le fait de désengager là, ce n'est pas des avantages? Bien sûr que c'est des avantages. Voilà, mais pourquoi est-ce que tu dis, pourquoi tu dis que le Premier ministre Alassane Ouattara n'avait rien à faire dedans et que c'est le président Houphouët-Boigny qui a décidé? Or, toi-même, tu es en train de dire que les ministres et le Premier ministre Alassane Ouattara avaient pour rôle, mission de proposer des solutions au président. Voilà, d'étudier et de proposer des solutions au président Houphouët-Boigny. Tout à fait. Donc, on suppose que voilà, c'est un paquet de propositions. Sur l'école, par exemple, pour ce qui te concerne, en ce qui concerne les étudiants dont tu es en train de parler, c'est qu'il y a eu des avantages, il y a eu des solutions pour désengager l'université. Est-ce que ces solutions-là ont été à l'initiative d'Alassane Ouattara présentées à Houphouët et Houphouët donc a acté? En fait, même avant même que M. Ouattara soit le Premier ministre, là, nos problèmes de cité avaient déjà toute solution. Comprends? Non, je parle de désengagement, je ne parle même pas des cités universitaires. Oui. On a les UFR ou bien les URS qui ont été créés là. Ce n'était pas pour loger des étudiants. Tu as dit, vous prenez les cours sur les gazons. Ça veut dire que les amphithéâtres étaient bourrés. Ouais. Donc, à partir du moment où on désengage avec la création de certaines unités, alors il y a une solution qui est apportée au problème d'engagement. Oui. Ça, voilà. Donc, j'ai dit, cette solution-là a été proposée par le gouvernement à l'initiative d'Alassane Ouattara, actée par le président Houphouët-Boigny, oui ou non? Nous avions un ministre de l'enseignement supérieur. Commandé par qui? Attends que je parle, mais monsieur. Nous avons un ministre de l'enseignement supérieur
qui est au quotidien, qui vit les problèmes des étudiants. Donc c'est lui qui fait les propositions au Premier ministre. Parce que il sait combien d'amphithéâtres, combien d'étudiants y vont chaque matin et chaque soir, après-midi. Donc c'est à lui de proposer des solutions au Premier ministre qui prend acte. Merci. Donc ça veut dire que la solution est venue du ministre de l'enseignement supérieur. Alassane Ouattara n'a rien fait, voilà, il n'a rien fait dans ça. Mais pourquoi alors, sur les questions qui ont été difficiles, tu trouves qu'Alassane Ouattara, c'est lui qui a apporté la souffrance aux ouvriers, alors qu'il ne décidait pas, il ne prenait pas il ne proposait pas de solution, ce sont ces ministres qui proposaient, et donc il prenait acte, il transmettait au président Houphouët-Boigny. Donc pourquoi est-ce que tu penses qu'il a créé la souffrance aux Ivoiriens? Mais quand une fois, c'est parce qu'un ministre propose des solutions qui ne sont pas adaptées, que tu as ton Premier ministre et chef d'État, vous l'avez dit oui. D'accord, donc ça veut dire que donc le Premier ministre ne prenait pas seulement acte, il analysait les propositions du ministre. Si elles sont bonnes, alors le Premier ministre les transmet au président de la République. Donc il a joué un rôle dedans. Le fait d'analyser et de dire que ces propositions sont bonnes, il a joué un rôle dedans, c'est ça? Bien sûr que oui. Voilà, donc il a apporté quelque chose de positif, c'est ça? Il est payé pour ça. Voilà. Non, je n'ai pas dit n'est pas payé pour ça. Vraiment, tu es malé trop. J'ai dit, il a apporté quelque chose de positif dans cette situation, oui ou non? Non, il contribue à la vie du pays et tout. Voilà, donc il a contribué à alléger les conditions de vie des étudiants, leurs conditions donc d'études sur les cités, je veux dire, dans les campus. Ok, voilà ce que je voulais retenir dans ton intervention. Donc Alassane Ouattara a apporté quelque chose aux étudiants en 90. En créant donc... Le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara. Mais donc, voilà pourquoi je dis tu n'auras. Quand c'est bon, tu dis c'est Houphouët-Boigny. Mais quand c'est mauvais, tu dis c'est Alassane Ouattara. Est-ce que tu trouves qu'il y a une incohérence dans ce que tu es en train de dire? Pourquoi il dit ça? Parce que toi, en tant que Premier ministre, tu ne dois pas induire en erreur le président Houphouët-Boigny. Il a induit en erreur comment? Puisque c'est le ministre qui propose. Mais c'est pas lui qui parle. Il ne décide pas. Il y a quand même il dit, monsieur Kouroula, il y a un conseil de gouvernement. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je t'écoute très bien. Tu dis le Premier ministre ne décide pas. Oui, en fait, je vais dire quoi? Je vais dire que... Tu dis le Premier ministre... Tu dis le Premier ministre ne décidait pas. Il prenait acte des propositions faites par les ministres qui sont au quotidien, qui vivent les réalités des populations. Alassane Ouattara, lui, ne vivait pas le quotidien et les réalités des populations. Donc, ce sont ces ministres qui faisaient des propositions qui transmettaient au président de la République. Donc, il était une courroie de distribution ou de transmission. Donc, à quel moment celui qui est la courroie de transmission pose, je vais dire, crée des difficultés, crée de la souffrance? Mais quand tu te permets de donner un programme à ton supérieur et qui pose problème après, mais c'est toi qui es responsable. Quel est le problème? Quel est le programme qu'il a proposé, qui a posé problème après? Je prends le cas des enseignants raccrochés. La Côte d'Ivoire a besoin d'enseignants. Toi, Kouroula, tu es nouveau enseignant. On te dit donc, comme toi, tu viens d'arriver, on te paye un salaire moitié. Alors que toi et M. Kwame, qui est déjà enseignant, vous allez sur le même marché de consommation. Vous avez les mêmes charges. Et puis vous travaillez de façon égale. Toi, Kokora, est-ce que tu as la motivation? Et comme M. Kwame? Non? D'accord. Donc, c'est tout ça. Ça, je l'ai compris, mais ça, c'est la proposition. Voilà. Ça, c'était la proposition du Premier ministre. C'est ce que tu as dit. Voilà. Écoute-moi. Non, on va aller doucement. C'est-à-dire, le Premier ministre vient, il propose au président Houphouët-Boigny la réduction des salaires, donc des enseignants, nouvellement, ou bien qui allaient rentrer dans le métier. Et le président Houphouët-Boigny accepte. Selon toi, pourquoi le président Houphouët-Boigny a accepté cette mesure?
Parce que, à un moment donné, la Côte d'Ivoire devait beaucoup d'argent au FMI et à la Banque mondiale. Et c'est eux là, ils veulent avoir leur argent. Il faut payer la dette là. Donc on paie ça comment? Donc il faut maintenant réduire les avantages des étudiants et enseignants. Quel étudiant? Étudiant, tu as dit qu'ils ont diminué le coût de la chambre, donc quel étudiant? Tu as posé une question. Nos cas ont été enlevés. Tu as posé une problématique sur les enseignants. Donc, on a fini avec les étudiants. On est sur les enseignants. Ça, on a compris. Francis, pardon. Il ne faut pas nous ramener en arrière là-bas. On a déjà fini avec le volet enseignement supérieur. On est sur le volet. Tu as soulevé une question. C'est toi qui as dit. Tu dis les enseignants, il y avait la situation de double salaire, double traitement. Et donc, ce n'était pas normal. J'ai dit, OK, pourquoi est-ce que le président Houphouët-Boigny, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, a accepté cette situation d'injustice? Pourquoi il a accepté? Tu me dis, c'était pour faire face aux charges donc de dettes, aux obligations de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des partenaires au développement tels que la Banque mondiale et le FMI. Mais selon toi, quelle aurait pu être la solution alternative à ça? Bon, en fait, c'était la meilleure solution. Voilà, c'est faire en sorte que nos produits de rente qui avaient baissé de façon drastique, moitié prix là, c'est le rôle du banquier venu du FMI là, d'aller négocier pour que nos produits là puissent avoir le prix d'hier. Pour qu'on puisse avoir une recette qui ne peut pas couvrir nos charges et payer nos dettes. Quel produit de rente? Ah, toi aussi. Quel cacao, c'est quoi? Voilà. Donc, qui fixe le prix, mais le prix du, je veux dire, la fixation du prix du cacao, là, dépendait du Premier ministre ou bien dépendait de ceux qui achetaient le cacao? Du marché, voilà, du marché mondial. Voilà. Du marché mondial. Maintenant, comment voilà. S'il te plaît, En fait, le rôle, là, le rôle de quelqu'un, en fait, pour nous, là, Ouattara venait du FMI, la Banque mondiale, il avait des relations assez puissantes. Donc, il fallait pouvoir aller négocier avec ses amis qui sont. Quel ami? Il a des amis qui achètent le cacao. Attends qu'il parle. Il nous a dit, Ouattara nous a dit qu'il était capable de tout. Il avait des amis partout. Donc, maintenant, en 90, là, les produits de rente ont été diminués de combien? Moitié prix à l'époque. C'est faux, c'est faux. On ne savait pas. Attends, monsieur. Je dis c'est faux. Je t'ai laissé parler, je t'ai laissé expliquer, mais c'est faux. J'ai dit c'est faux, pardon. J'ai dit c'est faux. Oui, c'est faux. Si tu prends les mesures annoncées par Houphouët-Boigny, avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, le président a dit quoi? 2 mesures. Premièrement, réduction générale des salaires des fonctionnaires. Deuxième mesure, réduction des prix ou des revenus des planteurs de moitié. Sur ces 2 mesures, oui. La vidéo, je crois que si quelqu'un a la vidéo. Dis-moi, est-ce que tu as suivi... Calme-toi. Non, juste une question. Est-ce que tu as suivi... Est-ce que tu as suivi la conférence de 88 à l'hôtel d'Ivoire? Frère, j'ai dit. Moi, je suis... Écoute-moi, s'il te plaît. Houphouët a dit, attends. Mais dis pas qu'on est... 88 j'étais... attends d'abord. 88 là, il était en 6e. Pardon. Donc, il n'y a pas suivi la conférence. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Moi, Francis, calme-toi. Vraiment, regarde. Pardon. Si on parle ensemble, c'est pas bon. Tu vois, les enfants nous écoutent. Ils veulent apprendre, s'il te plaît. Ah, tu es Niger, tu veux partir, tu vois? On t'a donné 1 heure, tu n'as fini que 30 minutes. Non, si tu veux, lundi, j'ai la femme là. Lundi, je travaille. Aujourd'hui, désolé. Moi, je travaille. Donc, Francis, je finis une phrase et puis tu es parti. C'est qu'en 90, le président Houphouët-Boigny avait annoncé la réduction des salaires des fonctionnaires et la réduction des revenus des paysans de moitié. Sinon, la Côte d'Ivoire n'allait pas pouvoir faire face aux charges de l'État, la dette et autres. Et donc, ce sont ces mesures-là qui ont entraîné les remous sociaux, les manifestations du... Voilà. Le président Houphouët-Boigny a échappé même à un coup d'État. Et quand il fait appel à Alassane Ouattara dit il y a des solutions alternatives, on ne va pas réduire le revenu donc, des paysans, on ne va pas réduire donc, les salaires des fonctionnaires de façon générale,
mais il y a des solutions alternatives Tout à fait. pour faire face à la dette et aux charges de l'État. Et donc, quand il annonce lui-même, Alassane Ouattara, ces mesures, naturellement, on ne réduit pas les salaires des fonctionnaires de façon générale, on ne réduit pas le revenu donc, des paysans, et au contraire, il réduit donc les charges de l'État, le train de vie de l'État. Et il impose ce qu'on appelle le paiement des impôts, donc à la Côte d'Ivoire, de tous les barons du PDCI, y compris le président Houphouët-Boigny lui-même. Voilà. C'est ce qui fait baisser la tension. Tout à fait. C'est normal, ça. Voilà. Voilà. Non, voilà. Donc, tu vois, il a fait quelque chose de normal. Il y a le vol, franchement. Voilà. Et je te rappelle que il a coupé le budget de la présidence de plus de moitié. C'était de 33, bien fini, pardon. Le budget de la présidence de 33 milliards, il a ramené à 13 milliards, sans même prendre l'avis du président Houphouët-Boigny. Donc, pour te dire que le président Ouattara n'a pas réduit les revenus donc, des paysans. La seule réduction qui a été faite, c'était au niveau des enseignants, et il a fait parce que les enseignants étaient surclassés. Ils bénéficiaient d'un statut particulier. Et ça, c'était une décision du président Houphouët-Boigny. Et le président Ouattara a dit non. Aujourd'hui, vu la situation, nous sommes obligés d'aligner les enseignants pour ne pas que ça impacte ceux qui sont déjà en fonction, puisqu'on dit que la loi n'est pas rétroactive. Donc, le premier ministre Ouattara dit, les enseignants qui vont commencer à travailler là, vraiment souffrez que votre situation soit alignée sur celle des autres fonctionnaires de Côte d'Ivoire en fonction donc de vos grades et de vos catégories. Voilà la décision qu'il a prise. D'accord. Voilà. Et donc, cette décision qu'il a prise a permis à la Côte d'Ivoire de traverser pendant 3 ans, je veux dire là. Bon, merci à toi. Ça avait été créé. Donc, merci de permettre au président voilà, merci beaucoup. Voilà, de vivre et de mourir tranquillement. Donc, il faut dire à tes amis que Ouattara a apporté quelque chose de positif à la Côte d'Ivoire et il a permis au président Houphouët-Boigny de mourir dans l'honneur et dans la dignité. Là où le FPI voulait l'humilier. Merci, Francis, ça a été un bon échange. C'est pas le pays, hein? Comment? Là où. Non, c'est pas le pays. C'est là où les cas du PDCRDA, on veut le voir mourir. C'est pas le pays. Non, c'est pour. C'est Gbagbo qui l'a insulté sur le voleur. S'il te plaît. C'est pas un insulte là. C'est pas un insulte. Toi, tu dis en 90. On dit tu parles. Tu étais étudiant. On a tous vu, c'est Gbagbo qui était l'initiateur des grèves sauvages dans notre pays. Pardon. En 90, c'est Gbagbo qui était à l'initiative des grèves sauvages, des manifestations, je veux dire, de rue en Côte d'Ivoire pour s'attaquer au président Houphouët-Boigny et perturber la vie du président. Donc, c'est Laurent Gbagbo. Ça, tu ne peux pas nous dire le contraire. Voilà. C'est vrai que aujourd'hui, tu es frustré. Non, on a compris. Ça, tu as déjà dit, on a compris. Francis, tu as déjà dit ça. C'est parce que tu es contre le PDCI aujourd'hui que tu vas quand même. Nous étions très jeunes, mais on a suivi quand même ce qui s'est passé dans notre pays où le FPI et la gauche ont voulu humilier le président Houphouët-Boigny. Voilà. Donc c'est Ouattara qui a permis. C'est Ouattara qui a permis. C'est le Ouattara qui a permis que le président Houphouët-Boigny. Merci bien. Monsieur un enfant. Donc Francis. Merci. Bon, à demain. Merci bien. Allez, mange bien ton foutu. Et puis bonne nuit. Merci. Non, il a fini le mois, il fait nuit. Je suis un enfant de bonne famille. Super. Ok, merci bien. Ciao. Ok, donc ça travaille. Allez, bonne demain. Francis, c'est sur l'affaire de foutu. Hein. Ça lui manque fort, le bon foutu. Kaza, tu vois Francis? Kaza. Oui. Il dit, tu vois ton Francis? Il dit, ce sont les cas du PDCI qui ont envoyé les problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo là. Bon. Oui, c'est ça. Un gars, il est PDCI ou bien le PDCI? Moi, je dis mais Francis n'est pas PDCI, c'est une escroquerie. Non, mais hier, si vous pouvez même, je ne sais pas si je trouve l'audio, après je vais extraire ça. Non, je vais extraire ça du live d'hier, là, je vais envoyer ça à Kokoro, il a confirmé, il dit, je suis go et fier. Hier, il a dit ça sur mon panel. Mais il a un moment là, il dit, vive Gbagbo. Ah bon? Non, il y a beaucoup comme ça sur la toile qui ne s'assument pas. Tu ne sais pas que Francis c'est un gars.
Non, Non, moi, non, je je pense veux que ça sorte de sa il a bouche. été contaminé. Il a été contaminé chez Clarisse là-bas, Koukoura. Bonsoir, doyen. Bonsoir, Ben. Il Non, en a fait, trop il y a tête beaucoup derrière les comme gants. ça qui ne s'assument pas. C'est comme le jeune qui est là à Memel, il est gore, mais il se fait passer pour quelqu'un de la société civile. C'est rien qui ne s'assume pas. Et ça, c'est, je dis, Attends, au-delà mais de... C'est maintenant tu, je vais les rejoindre. Non, tu, Non, je vas-y, vais les vas-y. rejoindre. dans les commentaires là, il a mis Bagua Hein? Fosaya. Ouais. Tout à l'heure là, dans les Non, commentaires. mais en fait, ils ne trompent pas quelqu'un, tu vois. Ils se trompent eux-mêmes. Et puis, c'est ce qui Pas montre tromper que quelqu'un. Hein. c'est ce qui montre qu'ils n'ont aucune crédibilité. Est-ce que tu vois? Moi, je dis, un homme, il doit s'assumer courageusement. Tu dis, on empêche. Moi, je suis d'ailleurs content que des jeunes, donc, décident d'appartenir à différents partis politiques et ouvre que le débat soit ouvert et qu'on ait des débats. Tu partages les positions du PPAC, tu es PPAC, tu es sympathisant, tu l'affirmes. Et puis le débat est ouvert, mais pourquoi tu vas te cacher? C'est des gens qui sont dangereux pour l'avenir de notre pays. C'est des gens qui ne s'assument pas, mais qui vont prendre des casquettes en apparence, mais en réalité, à l'intérieur, ils ne démontrent pas effectivement qu'ils appartiennent à cette casquette. Tu as vu, c'est ce qui est dangereux. Et c'est de la malhonnêteté. Et c'est ce qui fait que la politique en Afrique, elle est bizarre. En Europe, tu ne verras, tu verras, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais aux États-Unis, tu ne verras pas ça. Parce que les gens ont des valeurs, ils ont des principes. Il y a l'éthique, il y a la morale. Quelqu'un qui est républicain ou démocrate ne va pas se faire passer pour quelqu'un de la société civile. Tu vois? Et défendre les positions des démocrates et dire que lui n'est pas démocrate, il est de la société civile. Mais dans cette prise de position, il est toujours contre les républicains. Ça n'existe pas. Et en fait, on ne fait pas attention. Pourquoi? Il faut S'il te que tu saches un peu le rôle de la société civile. Non, s'il te plaît. Le rôle de la société, tu ne vas pas m'apprendre. Je suis vraiment plus instruit que toi à ce niveau. Donc, ce n'est pas à toi de me poser des questions sur le rôle de la société civile. Et d'ailleurs, je viens d'un pays où la société civile est forte. Tu comprends? Les États-Unis d'Amérique. Donc, vraiment, tu es trop mal placé pour me dire, tu connais le rôle de la société civile ou non. J'ai dit, la société civile, elle prend des positions en faveur de ce qui va dans le sens du bien-être de la population. Donc, ce sont les défenseurs des conditions de vie de la population, mais pas les défenseurs des partis politiques. Tu comprends? C'est-à-dire la société civile, lorsque le RHDP fait des choses qui sont mauvaises, la société civile dénonce. Lorsque le RHDP prend des décisions, puisque c'est eux qui sont au pouvoir, décisions qui sont bonnes pour la vie des populations, la société civile salue. Lorsque l'opposition fait des propositions qui sont bonnes, la société civile salue. Mais lorsqu'elle prend le contre-pied des valeurs, qu'elle soutient des coups d'État ici et là, ou veut provoquer de l'insurrection dans un pays, la société civile dénonce. Voilà le rôle de la société civile, qui est totalement différent des sympathisants et des gens qui sont dans des camps politiques. Est-ce qu'on a besoin de faire un coup à quelqu'un sur ça? Voilà pourquoi on dit société civile, qui est à politique, qui ne participe pas à une compétition électorale. Ce n'est pas son rôle. Mais son rôle, c'est d'être le régulateur de la vie en société et d'être celui qui départage les partis politiques sur des positions données. Mais si toi, Memel par exemple, tout le temps tu ne fais que défendre les positions du PPAC, tout ce qui vient du PPACI est bon, tout ce qui vient du RADP est mauvais. Mais attends, tu es de quelle société civile? Voilà. C'est un principe qui est clair. Tu n'as pas de couleur politique. Tu n'as aucun contrat ni engagement avec un parti politique. Toi, tu es un observateur averti des comportements dans la société, de ceux qui sont censés régenter la vie, c'est-à-dire les partis politiques qui luttent pour obtenir des parcelles de pouvoir et qui vont à des postes de direction. C'est eux qui gèrent nos vies. Donc, il faut qu'il y ait un acteur extérieur à ces personnes capable d'analyser leur prise de position et comment ils conduisent donc les affaires de tout le monde. Voilà le rôle de la société civile.
On ne va pas faire un dessin pour expliquer ça. Or, en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas. Voilà, c'est ce que nous n'avons pas. Quand tu prends une dame comme Valérie, comment elle s'appelle la même? La dame qu'on appelle Blocotou. Voilà, Puchéric Balé. En quoi celle-là, elle est de la société civile? Elle est go, GPS. Il y a eu des confidences qui ont été faites. Boka Sako, voilà, qui a approché des GPS et autres, des activistes, pour dire, voilà les plans qu'on doit mettre en place, donc pour déstabiliser le régime et autres. Steve Beko l'a dit, et plusieurs personnes ont fait les mêmes révélations. Boga Sako, eux-mêmes ils disent, ont été à l'initiative de la création de EDS. EDS là, ce n'était pas un mouvement politique. Donc à quel moment ils deviennent mouvement politique? Ils participent à la création de mouvements politiques et à quel autre ils deviennent membres de la société civile. C'est ça le véritable problème. Le RADP qui est au pouvoir est leur ennemi. Donc tout ce que le RADP fait est mauvais. Donc toi là, comment on peut faire la différence entre toi et un militant du PPAC? Comment on arrive à faire la différence? On arrive à faire la différence entre un militant et un homme de la société civile parce qu'un militant, il ne fait que défendre les positions de son parti, l'idéologie de son parti. Que ce soit mauvais ou bon, dès lors que le parti a pris une décision au nom des règles, des statuts et règlements intérieurs, de la discipline, le militant doit défendre les positions prises officielles du parti. Or, l'homme de la société civile n'obéit à aucun parti politique, ni à aucun mot d'ordre de la politique, des partis politiques. Mais il est libre. Il a une opinion libre. Il n'a aucune discipline à respecter vis-à-vis d'un parti politique. Mais toi, quand on te prend, et puis je prends CJAC, quelle est la différence entre vous deux? Quelle est la différence? On n'a pas dit que tu n'es pas libre. Non, tu es libre. Tu es libre de défendre les positions du PPAC. Personne ne peut t'attacher pour ça. Mais tu ne peux pas aussi nous dire que tu es membre de la société civile. Ça, c'est faux. C'est un manque de courage. C'est de la malhonnêteté. Tu penses que tu trompes les autres, mais tu montres que tu n'as aucune crédibilité. Parce que si demain on doit appeler des gens dans un organe de la société civile, toi on ne peut pas t'appeler. Parce que si moi-même je te vois là-bas, je vais te recuser. Ben, tu as montré que tu n'as pas une opinion qui est libre. Tu n'es pas un observateur, mais tu es un défenseur d'un camp. Et donc, je préfère, si on doit choisir des gens de la société civile et des partis politiques, j'ai dit ce monsieur, mettez-le dans le groupe du PPAC. Parce qu'il est défenseur du PPAC. Mais il ne peut pas être dans le groupe de la société civile. Et c'est ça là, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà un peu Sisben et les autres. Mais doyen, moi je vais t'expliquer même. Parce que, bon, apparemment, il y a des gens qui sont des FPI refoulés en Côte d'Ivoire. À l'avènement du président Ado, on les avait tellement enseignés d'être endoctrinés avec certains fake news. Si on venait, tout le monde allait se mettre en boubou. Si Ado venait, on allait chasser les chrétiens, on allait fermer les églises. Quand Ado allait venir, on allait vendre la Côte d'Ivoire. Les étrangers allaient venir s'accaparer des biens des Ivoiriens. Quand Ado allait venir, on allait interdire. Tu vois, donc il y avait tellement de choses qui se racontaient dans les agoras